Bonjour à tous. À moi d'être bon pour vous faire lâcher vos téléphones. Alors, vous êtes venus écouter parler de la blockchain et l'accroche, c'était la blockchain, tout le monde en parle, personne n'y comprend rien. Est-ce que vous me suivez là-dessus ou pas? On- Donc, l'idée là, c'est que j'ai une salle de non-spécialistes dans le domaine. J'aime autant parce que moi, je ne suis pas un spécialiste technique. Je travaille dans ce domaine, dans cet écosystème de la blockchain, dans le Bitcoin depuis longtemps, mais je ne suis pas informaticien. Donc, je pense que je suis en capacité de vulgariser quelque chose qui est très difficile à expliquer. Souvent, quand on aborde la blockchain, il y a deux manières d'expliquer aux gens. Soit comment ça fonctionne, et là, on rentre dans le détail d'une usine à gaz technique. C'est comme si je vous expliquais comment fonctionne votre carte bleue quand vous faites un paiement. Personne ne sait, mais on s'en sert tous les jours. On n'a pas besoin de savoir précisément comment ça fonctionne. L'autre manière d'aborder les blockchains, c'est les use cases. Souvent, pour essayer de comprendre quelque chose, on dit bah, tu vois bien, ça sert à ça et à ça. Sauf que dans le cadre des blockchains, quels sont les use cases? Qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce qu'on est en train de passer à côté d'une révolution technologique parce que dans notre entreprise, on n'a rien qui touche à la blockchain? Non. Vous allez voir, on a raconté beaucoup de bêtises. Donc le titre du... Alors sur mon écran, c'est minuscule. Donc c'est une confusion entretenue autour du terme blockchain, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis après, on va avoir quelques use cases, des choses qui existent déjà dans les entreprises françaises, pour que vous voyez un petit peu comment on peut se servir d'une blockchain et quel peut être l'intérêt. Donc pour comprendre ce que c'est qu'une blockchain, il faut revenir à l'origine. Et à l'origine, il y avait Bitcoin. C'est ça, ça a été la toute première blockchain. Alors là aussi, il y a une histoire d'œuf et la poule. Est-ce que la blockchain était préexistante à Bitcoin ou est-ce que c'est Bitcoin qui a inventé la blockchain? Je vais essayer de répondre à cette question-là parce que c'est très important. Le protocole Bitcoin qui a été inventé en 2008 par Satoshi Nakamoto, enfin inventé, disons qu'il a architecturé 4 technologies préexistantes. Il s'est servi de la proof of work, la preuve de travail. Il s'est servi du réseau pair à pair. C'était quelque chose qui avait été expérimenté par BitTorrent, donc le fait de pouvoir faire travailler des ordinateurs directement en peer-to-peer. Il s'est servi de la cryptographie asymétrique. Et il s'est servi de ce qu'on appelle la blockchain, mais qu'à l'époque, Satoshi Nakamoto avait appelé une time chain. Ça, il s'est appuyé sur un brevet existant, effectivement. C'est même un vieux brevet, ça date de 1976, c'est un brevet américain. Je ne le vois pas sur mon écran, mais c'est Transmission Error Detection by Blockchaining. Donc c'est une licence 407 4066 qui date de 1976. Ça, cette technologie-là ne servait qu'aux cryptographes. Ça servait dans le cadre de la cryptographie traditionnelle, cryptographie symétrique. Donc Nakamoto a utilisé ces 4 technologies. Et il a créé le premier objet numérique induplicable, le premier objet numérique unique, le jeton, qu'il aurait pu appeler Tartampion, mais qu'il a appelé Bitcoin comme son protocole, avec un petit b. Alors on a évidemment dit que c'était une révolution. La révolution technologique, là, elle est dans le fait qu'il a créé ce premier objet numérique. Et ça, on ne savait pas le faire. Si je vous envoie un fichier PDF, j'ai un fichier PDF, vous recevez le même, il y a 2 fichiers PDF, on l'a dupliqué. Avant Bitcoin, il n'y avait pas d'objet numérique unique qui était non duplicable. Donc la trouvaille, elle est là. Et évidemment, on sait tous que Bitcoin est un objet numérique financier. C'est maintenant un jeton qui a une certaine valeur, donc il permet de faire des transactions financières, mais pas uniquement. Alors quand on regarde le protocole Bitcoin, on se dit tiens, mais on peut faire exactement la même chose. On va faire nous aussi un jeton, on va l'appeler différemment, pour faire différentes choses. Alors ça peut être un jeton monétaire, là aussi. Il y a eu plein d'autres monnaies qui sont arrivées après le Bitcoin. Les premiers, c'était le Namecoin, puis le Litecoin, qui ont pris à peu près les mêmes bases du protocole. Et puis d'autres ont dit, on va prendre ce protocole, on va l'alléger, parce que ça m'a l'air bien compliqué, et puis on va faire la même chose. Sauf que ce protocole, ces 4 technologies, il en a besoin pour offrir l'avantage qu'il offre, c'est-à-dire la réputation de la blockchain, c'est quoi? C'est d'avoir des données qui sont immuables, inviolables, et donc définitives dans le temps. Si on enlève... Alors souvent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé la preuve de travail, c'est les fameuses machines, les ordinateurs qui travaillent sur toute la planète pour valider les transactions. Et on s'est dit, on va mettre un petit système à nous. Sauf que le système de Proof of Work, c'est ce qui garantit la décentralisation du réseau. Et c'est ce qui garantit aussi sa sécurité. En gros, c'est le coffre-fort. C'est les parois du coffre-fort. La blockchain serait le coffre-fort, et la Proof of Work sont les parois hyper solides du coffre-fort qui fait qu'il est inviolable. Vous venez mettre des données dedans, vous ne pourrez jamais les retirer. Mais elles y sont toujours, et elles sont absolument incorruptibles.
Donc si on remplace la proof of work par un autre système, il peut y avoir des systèmes performants, on parle de preuve de dépôt ou de preuve d'enjeu par exemple, c'est en test, a priori ça fonctionne sur certaines blockchains comme Tezos ou Ethereum. Cependant, aujourd'hui, ce dont on est sûr, c'est que, je vois que ça vous fait sourire, je suis assez d'accord, moi pour moi le proof of work a fait ses preuves, pour le reste on verra. Mais certaines entreprises ont dit, nous, on va carrément se passer de tout système de validation des données. Donc la proof of work, on l'oublie. On va mettre notre PC à nous. Ça, c'est la version IBM. On fait une blockchain privée ou de consortium. Il n'y a que nous qui pouvons mettre les mains dedans. Il n'y a que nous qui pouvons voir ce qui s'y passe. Donc on perd tout l'intérêt d'une blockchain, qui est un système ouvert, qui permet à tout le monde de participer, de venir voir ce qui est inscrit dedans. Et surtout, personne ne peut rentrer dans les blocs pour modifier une information. Si vous avez une blockchain privée, le manager de cette blockchain va pouvoir remonter la blockchain et corrompre les informations s'il le souhaite, s'il a un consensus suffisamment large. Avec le protocole tel qu'il est là, un consensus humain ne peut pas suffire, en aucun cas, à remonter la blockchain. C'est impossible. Donc, si je retrouve ma télécommande... Donc, pour moi, la révolution blockchain, tout ce qui va venir s'implémenter sur les blockchains, tout ce qu'on va voir arriver comme application, ça sera sur des blockchains publiques. Parce que ce sont les seuls qui répondent à l'argumentaire qu'on met en avant. Si vous tapez blockchain sur Wikipédia, vous allez voir système de base de données immuable. Ça n'est vrai que si c'était une blockchain publique. Alors, sur les blockchains publiques, il y a déjà un tas d'applications. La première, évidemment, elle est très connue, c'est le fait d'émettre des tokens. J'explique, je crée une start-up avec une idée révolutionnaire, je veux des fonds, ou je vais voir ma banque qui me regarde et qui me dit votre projet est trop révolutionnaire, ou je fais appel à une levée de fonds traditionnelle. C'est long, il faut être éligible, ça peut être compliqué. Aujourd'hui, il existe d'autres manières de lever des fonds, qu'on va appeler ICO ou STO. Moi, je vais vous parler de la STO. Le STO, c'est le Security Token Offering, ça veut dire ma société, j'estime qu'elle vaut X millions, je la coupe en X parts, et ces parts, je les transforme en jetons. Donc je vais créer un jeton sur la blockchain Ethereum, par exemple, un jeton ERC20, que je vais appeler du nom de mon entreprise, et que je vais vendre aux actionnaires. Sauf que là, au lieu d'avoir 10 actionnaires, 20 actionnaires, je peux en avoir 1000, 2000, 5000, 10 000. Je peux vendre un jeton à 10 euros ou à 20 euros. Donc ça, c'est pour une société traditionnelle, mais ça peut servir aussi pour des sociétés immobilières. Aujourd'hui, si je veux faire un placement immobilier, j'achète un appartement. Ou j'achète des SCPI, des parts d'immobilier, souvent dans de l'immobilier professionnel. Avec la tokenisation d'un immeuble, on peut tout à fait envisager un promoteur qui a 50 000 m² d'immeuble à vendre en VFA, en état futur d'achèvement, il est juste sur plan. Il va tokeniser cet immeuble, diviser en 100 000 parts ou 1 million de parts, et offrir cette part d'immobilier à la planète entière. Donc il va ouvrir complètement son panel de clientèle potentielle, et puis il va offrir à ses clients potentiels la possibilité d'investir dans l'immobilier avec une somme modique. Vous pouvez acheter des parts d'immobilier aujourd'hui dans le monde entier avec 50 ou 60 euros. Et vous pouvez faire ça tous les mois, en fonction de vos rentrées d'argent. Vous n'êtes pas obligé de faire un crédit, de vous astreindre à mettre 200, 300 ou 100 euros d'effort d'épargne tous les mois. Donc la tokenisation des entreprises, la tokenisation des entreprises immobilières, c'est quelque chose qui est en train de se développer à vitesse grand V. Et là, on voit des applications blockchain qui tiennent la route. On se sert d'une blockchain publique puisqu'on s'adosse à la blockchain Ethereum. Donc l'Ether, c'est la deuxième monnaie la plus connue après le Bitcoin. C'est une blockchain qui est extrêmement solide. Il faut savoir que quand une preuve est enregistrée dans une blockchain publique, genre Ethereum ou Bitcoin, vous avez un cadre légal qui fait que vous pouvez opposer légalement que votre enregistrement est horodaté sur la blockchain. Ça a une valeur légale, comme un brevet. C'est comme aujourd'hui, en France, c'est reconnu comme ça, et dans la plupart des pays. Donc ça, c'est la première application. On en a énormément eu. On va en voir de plus en plus. La deuxième application la plus connue, évidemment, c'est le paiement. Parce que les applications blockchain, en général, touchent des grosses entreprises, on va voir. Hein. Mais n'importe quelle petite PME, n'importe quel commerçant, aujourd'hui, peut avoir accès au paiement en crypto-monnaie. Et c'est un bon moyen d'appréhender cet écosystème, de rentrer un peu dans cet écosystème blockchain et de comprendre de quoi il retourne, comment on manipule des jetons, comment on les sécurise sur un wallet, avoir son wallet. C'est vraiment un moyen très simple et très peu coûteux d'entrer dans ce nouveau paradigme. Et puis c'est vachement intéressant parce que là aussi, ça vous ouvre une clientèle internationale. N'importe qui peut vous payer en Bitcoin dans le monde entier.
Ça a des avantages en termes de paiement qui sont incroyables pour les entreprises qui font de l'international, parfois avec des pays qui ont des monnaies qui ne sont pas très fortes où les échanges peuvent être compliqués. Le Bitcoin solutionne beaucoup de problèmes. Nous, on travaille beaucoup avec la Chine, par exemple, on achète du matériel en Chine. Si j'envoie 100 000 euros en Chine, on l'a fait la semaine dernière, là, on a envoyé dimanche soir 100 000 euros en Chine. 10 minutes après, notre partenaire nous dit « J'ai bien reçu votre argent, je vous mets les machines de côté ». C'est juste inimaginable avec un virement bancaire. Ces 100 000 euros nous ont coûté 4 euros de commission. Un virement, imagine un virement international avec changement de monnaie. On est passé de l'euro à la monnaie chinoise, au yuan, pour 4 euros. 100 000 euros, 4 euros de frais. Si on avait fait la même chose avec un virement bancaire, d'abord ça aurait pris 3, 4, 5, 6 jours. Et ça m'aurait coûté au bas mot entre 4 000 et 7 000 euros. Si je sais bien m'en sortir, je peux payer 4 000. Mais pas en passant directement par ma banque, en passant par des sociétés spécialisées qui vont me faire gagner sur le taux de change. Donc, en termes de paiement, évidemment, les crypto-monnaies ont un avenir incroyable devant elles. Et puis, il faut vous y préparer parce que vous savez que l'Europe prépare le crypto-euro. Tous les pays travaillent actuellement, les banques centrales travaillent sur l'émission de tokens. Donc, on va y venir. Autant prendre les devants. Vraiment, qu'une entreprise accepte le Bitcoin, ça lui donne un aspect ultra branché, à très peu de frais. Et puis, ça cultive l'entreprise. Ça a aussi l'avantage, si on sait accepter le Bitcoin, ça veut dire qu'on va savoir les dépenser. Et vous avez à peu près 80% des entreprises aujourd'hui qui sont en capacité d'être hackées. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de recevoir un chantage par Internet. On a piraté vos boîtes mail, on vous libère tout ça si vous nous envoyez un Bitcoin. Moi, j'ai eu le cas il y a 3 mois d'un client qui s'est retrouvé dans l'obligation d'acheter un Bitcoin très rapidement. Il ne savait pas comment s'y prendre. Donc, il s'est fait arnaquer sur Internet. Il a acheté un Bitcoin, il n'a jamais reçu. 3 jours après, son service informatique a dit « Bon, voilà, on s'est fait avoir, on recommence, on en rachète un ». Donc, cette fois-ci, ils l'ont reçu. Mais quand ils l'ont envoyé aux hackers, ils se sont fait pirater leur conversation et ils n'ont pas envoyé la bonne personne. Donc la rançon qui devait leur coûter 7 000 euros ou 7 000 $ à l'époque, leur a coûté 21 000 $. Parce qu'ils n'étaient pas prêts, parce qu'ils ne savaient pas s'en servir et qu'ils ont flippé. Ils ont vraiment eu peur, ils ont agi dans l'urgence, ils ont mal géré le truc. Et c'est une grosse entreprise dont je vous parle avec un service informatique développé. Pas un des gars dans le service informatique n'avait de Bitcoin, ne savait comment ça fonctionnait. Donc au début, la prise en main est un peu compliquée, il vaut mieux être guidé, parce qu'il y a des pièges à tous les coins de rue, il y a des arnaqueurs à tous les coins d'Internet, que ce soit dans les crypto-monnaies ou dans n'importe quel domaine. Mais dans les crypto-monnaies, comme personne ne sait trop où aller, on a tendance à se laisser guider, et l'arnaque est à chaque coin de rue. Donc si vous avez des projets dans ce domaine-là, nous on sait faire. Ça, c'est les applications les plus connues. Maintenant, vous avez des grosses entreprises en France qui utilisent la blockchain Bitcoin. Ici, c'est le cas. Je vous donne l'exemple d'EDF. Alors, EDF a un gros département blockchain. Ils ont une quinzaine de personnes sur un plateau qui travaillent sur des projets blockchain. Rien d'abouti aujourd'hui, mais une grosse recherche. L'idée est de tokeniser les kilowatts. Il y a vraiment beaucoup de travail de recherche depuis plusieurs années au sein d'EDF. Mais la seule application qui fonctionne réellement, c'est cette application sur une blockchain publique, sur la blockchain de Bitcoin. Et c'est une application qui sert à authentifier les documents, émis par EDF. En l'occurrence, là, ce que vous voyez, c'est le site internet d'EDF, le website, la page presse. Donc, dans le service presse d'EDF, vous avez, sur la page d'accueil, vous avez un petit encadré ici, qui vous dit « Vérifiez l'authenticité de nos communiqués de presse ». Donc, glissez ou recherchez un communiqué de presse. Ici, vous avez reçu un communiqué de presse, un PDF, qui vous dit « Le kilowatt va être divisé par 2 le mois prochain ». EDF annonce ça. Je veux vérifier que c'est vrai. Je vais sur leur site, je rentre le document. Et la société Woolit, qui fournit cette application, va faire le boulot et va vous envoyer un certificat comme quoi ce compte-rendu, ce document de presse est faux ou vrai. Vous pouvez le faire valider par un certificat comme quoi ce document est vrai. Vous pouvez même, si vous êtes un geek méfiant, aller sur votre propre full node Bitcoin et vérifier que ce document existe réellement. Donc là, on a vraiment une application au sein d'EDF, c'est un service transverse que tout le monde peut utiliser, une application sur la blockchain Bitcoin. Ça, c'est chez EDF. La société qui met ça en application, donc c'est la société Woolit, c'est une société de Rennes, donc c'est des voisins. Et ils sont très avancés, ça fait des années et des années qu'ils travaillent sur les applications possibles sur la blockchain Bitcoin. Et ils ont un tas de clients. Là, le dernier article que j'ai lu sur eux, ils viennent d'équiper un bijoutier suisse de luxe, je ne sais plus la marque, je ne suis pas très client de montres, mais en tout cas, son certificat de garantie est enregistré sur la blockchain Bitcoin.
Alors un autre exemple, parce que je vais vite, on est minuté. Là, on est chez Orange. Alors là, pareil, on utilise une blockchain publique et on va venir certifier des données sur la blockchain Ethereum classique. Donc Aones s'appuie sur la blockchain ETC, Ethereum classique, pour certifier les transferts de responsabilité entre les différents acteurs. Donc là, j'ai pris l'exemple des tourets, parce que c'est quelque chose qui paraît tout bête. Vous voyez ces gros rouleaux en bois là, qui servent à stocker du fil et à transporter du fil. On voit ça souvent sur les tables de bar ou les tables de restaurant. C'est très recherché. Ça vaut cher à l'achat et c'est très recherché en seconde main. Sauf qu'en fait, c'est pratiquement inusable, donc il n'y a pas de raison normalement de les jeter. Chez Orange, ils ont un gros budget de réapprovisionnement de leur parc, parce que ça disparaît chez les sous-traitants. Ils ont 3 niveaux de sous-traitance. C'est impossible de suivre ça. Donc là, on utilise le principe de la patate chaude. On utilise une application blockchain donc qui permet à chaque personne qui livre le touré à son sous-traitant de lui passer la patate chaude. C'est enregistré dans la blockchain Ethereum. Et donc, en cas de litige entre les sous-traitants et Orange, il peut opposer une preuve légale, comme quoi c'est tel sous-traitant qui a les tourés et qui voudrait bien qu'il lui revienne. Depuis que cette application a été mise en route, il y a eu une économie considérable chez Orange sur les dépenses en tourés. Ça va vite, j'avance, parce que vous allez certainement avoir des questions. Eh bien, on y est. Donc, est-ce que ça a suffi pour vous donner une idée un peu plus claire de la blockchain, ce qu'on appelle, malheureusement, le terme est mal utilisé, on ne devrait pas dire la blockchain, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas une blockchain générale où tout vient s'implémenter, ça n'existe pas. Il y a des blockchains. Voilà. Et donc, l'intérêt des blockchains, c'est que ce soit justement des coffres-forts de données avec des parois épaisses. Et les seules parois épaisses, c'est les parois des blockchains publiques. Ethereum, Bitcoin, voilà, enfin, toutes les blockchains monétaires. L'avantage des blockchains monétaires, c'est qu'elles ont beaucoup de valeur, donc les données sont rendues immuables par la valeur de ces blockchains. Donc maintenant, je vais prendre vos questions, parce que j'ai fini. Je suis très dubitatif de l'intérêt de blockchain qui ne soit pas public. Vous l'avez bien compris. Parce que qu'est-ce que vous recherchez si vous voulez une blockchain privée? C'est une base de données distribuée? Ça existe. Pourquoi faire une blockchain? Quel est l'intérêt? Il faut toujours se poser la question, pourquoi je veux une blockchain? Est-ce que je veux une blockchain pour être dans l'air du temps ou est-ce que je veux une blockchain parce que j'ai un besoin spécifique? Est-ce que j'ai un besoin d'une résistance à la censure? Est-ce que j'ai besoin que mes données soient totalement immuables? Est-ce que je veux que mes données soient ouvertes à toute ma clientèle et tous mes partenaires? Ou au contraire, que mes données soient réservées à quelques intervenants sélectionnés au départ? Si c'est le cas, il existe des solutions de base de données distribuées qui sont tout à fait efficaces et bien moins onéreuses qu'une blockchain. Bien sûr, ça existe, hein. Ça existe, bien sûr. Oui. Ah oui, donc c'est immuable sauf si vous le rendez immuable, hein. Sauf si vous venez le corrompre. Ouais, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est que vous rentrez quelque chose dans une blockchain publique, ça y est définitivement. L'intervention humaine ne pourra rien y changer. C'est ça qui est intéressant. On parle beaucoup de blockchain dans le cadre de la supply chain des aliments. Carrefour communique beaucoup sur ce sujet-là. Bon, ça pose question parce qu'on peut toujours se dire c'est bien beau de rentrer un élément dans une blockchain, c'est pas pour ça que ça garantit que c'est vrai. Si je dis que mon poulet il est à 12 degrés quand je le rentre dans le camion, mais qu'en fait il vient de passer 1 heure au soleil et qu'il est à 40 degrés, j'ai inscrit qu'il était à 12 degrés, mais il est à 40 degrés. Bon, ça c'est vrai aussi avec une blockchain publique. Mais ce que je veux dire, c'est que quel est l'intérêt On va reprendre le cas d'EDF, d'Orange, pardon, avec ces tourées là. On peut faire la même chose avec une blockchain privée, exactement ce qui se fait là, c'est sûr. La seule différence, c'est que là,
Si j'ai un litige avec un de mes sous-traitants chez lequel je peux constater que disparaissent des tourets, je peux lui opposer une preuve légale. Il ne peut pas dire qu'est-ce que vous me racontez? C'est vous qui avez inscrit ça dans la blockchain, moi j'ai jamais signé ça. Parce que c'est une blockchain publique. On ne peut pas revenir en arrière. Sur une blockchain privée, il y aura toujours le doute que moi, responsable de la blockchain, je sois revenu à l'intérieur et que j'ai changé les données. Vous voyez, à l'époque de la viande du cheval. Si ça avait été enregistré sur une blockchain privée, toutes ces opérations, de la viande de cheval jusqu'au consommateur, en passant par Spadgero, puis Leclerc, Carrefour, tous ceux qui l'ont vendu, on n'aurait jamais retrouvé trace de la viande de cheval si le scandale avait éclaté en cours de route. Parce que c'est des blockchains privées, hop, on aurait pu faire disparaître ces données-là. Sur une blockchain publique, ce n'est pas le cas. Donc, je n'ai pas la science infuse. Hein. Peut-être qu'il y a des entreprises, des cas spécifiques où une blockchain privée peut avoir un intérêt qu'une base traditionnelle, une base de données distribuée traditionnelle n'aurait pas. Peut-être. J'en connais pas. Mais je demande qu'à découvrir. Oui. Ah bon? De quoi s'agit-il? Juste le Bitcoin, c'est bien plus que la Suisse, ouais. Hmm. Non, pas une transaction, non. Non, pas une transaction. Parce qu'aujourd'hui, on peut multiplier par 1000 le nombre de transactions, ça ne consommera pas plus. Donc on ne peut pas ramener ça à une transaction. C'est exactement comme si vous me disiez, une autoroute en construction a tout un système d'éclairage. J'allume l'éclairage, et comme l'autoroute vient d'ouvrir, j'ai 100 voitures par heure. Donc mon éclairage va être divisé par le nombre de voitures qui passent. Le lendemain, j'ai 1000 voitures par heure. Et j'ai le même éclairage, je ne consomme pas plus. Donc on ne peut pas dire le passage de voiture consomme tant par rapport à la lumière. Et là, c'est pareil. On ne peut pas ramener ça à la transaction. Non, 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 c'est pas ça qui coûte cher. Parce que, non, non, franchement, non, c'est pas ça qui consomme. C'est le nombre de machines qui font cette opération Mais on ne peut pas ramener à la transaction. Si demain les transactions sont multipliées par 1000, je le répète, la consommation du réseau n'augmentera pas. C'est mon métier, hein, je suis mineur. Hein. Donc là-dessus, je suis tout à fait certain. Oui. Oui, mais je veux dire, si aujourd'hui le réseau est conçu de telle manière que vous pouvez multiplier les transactions par une quantité incroyable, ça ne consommera pas plus. Le réseau, aujourd'hui, la puissance de calcul de nos ordinateurs est suffisante pour avoir 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus de transactions. Ouais. Non, non, je vous assure, aujourd'hui, vous avez un réseau de validation des données. Admettons qu'il y ait 3 millions d'ordinateurs dans le monde qui valident les transactions. Si demain, j'ai 10 fois plus de transactions, un gros pic, allez savoir pourquoi. Je ne vais pas avoir 10 fois plus d'ordinateurs qui vont consommer 10 fois plus. J'aurai le même nombre d'ordinateurs qui consommeront la même chose. Ça, c'est sûr. Alors, pour en revenir à la catastrophe écologique que représenterait la proof of work, le bitcoin et tout ça, c'est un énorme enfumage. C'est-à-dire qu'on utilise de l'électricité qui ne sert à rien, de l'électricité qui est perdue. Il faut savoir que 80, on dit entre 70 et 80% du mining de Bitcoin est fait sur des centrales hydroélectriques aujourd'hui. Une centrale hydroélectrique, vous ne pouvez pas lui baisser son niveau d'eau et sa puissance. 2 minutes, ok. Donc, vous avez ce qui existe, des bancs de charge. Je finis juste la question. Vous avez des bancs de charge, c'est-à-dire que sur les centrales hydroélectriques, vous avez des groupes de résistance qui viennent pomper l'électricité qui n'est pas vendue. Ça existe, ça. Et ça consomme beaucoup plus que la Suisse. Il y a ça sur toutes les centrales hydroélectriques assez importantes. Donc, on crame de l'électricité parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Si votre barrage hydroélectrique il produit 30 MW et que vous avez 10 MW de vendus, vous avez 20 MW de jetés. Ça sert au mining. Ils vont virer les mineurs à ce moment-là. Parce que le mineur, il vient acheter du courant pas cher, parce que c'est du courant perdu, ce qu'on appelle de l'électricité fatale. Donc, pour que ce soit rentable, il faut un jus vraiment pas cher. Non, mais ça, je vous assure que l'histoire de la consommation du réseau, ça n'a pas de sens parce qu'on utilise de l'électricité perdue, qui n'est pas vendue, qui n'est pas consommée. On a fini. S'il y a d'autres questions, moi, je les prends en privé juste derrière.